Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Bonjour Charles, Bonjour Raphaël. comment vas-tu? J'espère que tu, Ah, que tu vas bien. en pleine forme, il y a quelqu'un qui est en train de nous rejoindre. Je sais pas qui est élu, mais Ouais, je sais pas qui, ouais, il y a un élu qui est monté sur scène, donc Bonjour. bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Euh, Bon, j'avoue, j'ai pas trop compris le concept de participant ou d'élu, mais je sais pas, j'ai pas compris. Écoutez, non, mais ça nous fait plaisir. Vous êtes monté sur scène, c'est un plaisir. En fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vous enleviez, enfin, vous déconnectiez et Oh, reconnectiez, mais sans ok, écran. ça marche. Désolée, je vais pas. Je vous en C'était prie, il n'y a pas de problème, bizarre c'est les de. aléas du direct. Je reviens. Merci. Je vous en prie. Donc, bonjour à tout le monde. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont, plus d'une dizaine qui est présente. Comme il est 31, évidemment, on va attendre un petit peu, 2-3 minutes, surtout qu'il y avait quand même beaucoup d'inscrits à cette session qui, manifestement, Charles intéresse les gens, hein, puisqu'il y avait presque 200 inscrits. canon. Donc, on va attendre un tout petit peu. Voilà, on va commencer à 33, 34. Et en attendant, je vais mettre un petit sondage un peu sympa que je vais mettre en ligne. Deux sondages d'ailleurs. Vous aurez le droit de répondre. Alors, hop, ajouter un sondage. Alors, peut-être qu'il est déjà en ligne. Je crois qu'il est en Est-ce que ligne, tu... ouais. Ouais, il est en ligne. Bah, vous avez deux sondages, super. Donc oui, vous avez deux sondages déjà qui sont sur le côté, donc n'hésitez pas à y répondre. Et puis c'est anonyme, donc soyez pas timide, personne ne vous dira rien. Les thèmes qu'on veut traiter avec Charles, donc c'est, je pense, un thème qui intéresse donc, un certain nombre de personnes aujourd'hui, plutôt start-up PME. Et donc pour partager notamment l'expérience de Charles qui a dû se mettre en conformité RGPD, pour partager, donc pour vous expliquer le pourquoi et le comment de la conformité RGPD pour une startup et une PME. Je vois que les gens sont timides, ils osent pas répondre. Alors, on sait que vous êtes là, hein. N'hésitez pas, si vous voulez, je peux répondre à une question. Euh, ah ben non, parce que si vous le savez, je vais tricher, donc je peux pas répondre. Moi, j'ai répondu, hein. Et d'ailleurs, tes hypothèses étaient pas bonnes. Ah bon? Ouais. Aïe, 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 aïe. Attends. Ah oui, Et le les gens, en fait, pronostic. je vais pas. Tout à fait. Ah oui, mes pronostics étaient mauvais? Intéressant. Mm. Ah oui, t'as raison. T'as raison. T'as raison, c'est très, mais c'est intéressant, ça veut dire que quelque chose change. Mais on n'en dit pas plus, hein. Encore une minute, et puis de toute façon, on dévoilera le teasing qu'on est en train de faire avec Charles. Mais t'as raison, pour l'instant, vous me faites mentir, ou alors c'est parce que vous nous suivez énormément, et donc, comme on sort la blague tout le temps, euh, vous êtes au courant. C'est la 12e fois que tu poses la même question. C'est vrai. Je vais changer. Encore une toute petite minute, et, euh, et puis en avant pour le webinaire. Donc sur, encore une fois, sur les enjeux, les besoins, les enjeux et sur la méthode de conformité d'une startup et d'une PME au RGPD, le pourquoi du comment. Voilà. Allez, je te propose, Charles, qu'on commence. T'as ton micro coupé, Charles. Toutes mes excuses, je sais pas pourquoi. Je t'en prie. Ouais, il n'y a Mais aucun voilà. problème, je t'en prie. Et puis on espère que la personne qui est montée sur scène nous a bien rejoint parmi ces personnes, évidemment. Donc alors, pour commencer juste sur les réponses des sondages, effectivement, comme le disait Charles, vous m'avez fait mentir parce que je lui disais que d'habitude, à la première question, est-ce le ou la RGPD? D'habitude, tout le monde répond là, RGPD. Or, effectivement, comme vous avez répondu à 90%, c'est bien le RGPD. Donc, mais c'est bien parce que Charles, sincèrement, ça veut dire que les choses changent. C'est la première fois que le sondage me fait mentir. Pourquoi? Alors, juste petite chose, la RGPD, c'est pas la RGPD parce que c'est pas la réglementation. C'est juste pour notre info un règlement européen. Et en fait, le principe,
c'est juste que ça s'implique partout, pareil, dans toute l'Union européenne. Donc, une fois que vous faites la conformité en France, vous pourrez, et si demain vous voulez vous attaquer à un autre marché européen, voire même sur certains pays, on va dire l'espace économique européen, vous n'aurez pas besoin de modifier votre réglementation, votre conformité en France sera équivalente dans les autres pays. Donc ça, c'est le petit point, et c'est pour ça que c'est important de dire le RGPD, puisque c'est un règlement européen. Et après, ce qui nous intéressait aussi avec Charles, c'est pour ça qu'on a fait, on a posé la deuxième question, c'est êtes-vous ou pas un sous-traitant? Parce qu'évidemment, ça va avoir des implications sur RGPD. Hein. Les sous-traitants sont peut-être plus poussés, et Charles sera le premier à en parler, je lui laisserai la parole là-dessus après, justement, mais ont peut-être plus d'enjeux, en tout cas visibles en première étape sur le RGPD. Donc, de toute façon, bah, comme il y a à peu près presque, on va dire presque du 50-50, on va de toute façon adapter notre discours à ça. Juste un petit point avant de vraiment se lancer dans le cœur de ce webinaire et de laisser la parole à Charles. Le principe, n'hésitez pas, que ce soit interactif. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Vous avez un chat pour poser des questions. Avec Charles, on va regarder au fur et à mesure. Dès qu'on peut regarder et qu'on voit qu'on peut répondre aux questions, on y répondra avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas que ce soit interactif. À nous poser les questions, on y répondra le plus possible. Voilà. Alors, ce que je vous propose donc pour commencer, d'abord, on s'était dit que ce serait intéressant de voir le ressenti de Charles sur le RGPD, pourquoi il s'est dit qu'il n'avait pas le choix de faire le RGPD, quel a été son ressenti donc, au quotidien quand il avait des demandes RGPD. Voilà, c'était un peu son expérience d'abord pour voir si vous avez d'ailleurs la même chose et un peu le même ressenti. Alors, je vais peut-être donner 2-3 petits éléments de contexte pour comprendre, pour que les gens puissent comprendre mon point de vue. On est Pledzi, donc on est éditeur de logiciels. On propose aux directions marketing une plateforme de marketing digital qui va leur permettre d'engager leurs prospects, de collecter des prospects sur leur site web et d'identifier finalement quels sont ceux qui ont les meilleures intentions d'achat. Et donc, pour faire ça, on fait 2 choses sur le site de nos clients. On installe un script de tracking qui a la caractéristique de déposer 2 cookies sur le navigateur des visiteurs et on insère aussi des formulaires. Et donc, au moment de la sortie de ce règlement, effectivement, on a été pas mal confronté à des questions de la part de nos clients, de la part de nos prospects. Et on a commencé à alors les questions, c'était effectivement sur est-ce que j'ai le droit de traquer les visiteurs? Il y avait aussi pas mal de questions sur est-ce que j'ai le droit, j'ai des contacts en base, est-ce que j'ai le droit de leur envoyer des emails, etc. Et on bosse depuis le début de Pledzi avec un avocat qui nous suit sur toute la partie plutôt droit des affaires, enfin sur tous les sujets généraux. Et on a commencé à bosser avec cette personne-là qui nous a aidé à répondre aux questions qu'on se posait, formaliser une première version d'un certain nombre de docs, etc. Pour la petite anecdote, on nous a quand même sorti un article des postes et des télécommunications qui date de je sais pas quelle année, mais qui était censé en tout cas nous donner le droit d'envoyer des emails aux gens qui nous avaient pas donné leur consentement. Ça a commencé à me paraître complètement abscon à partir de ce moment-là. Et effectivement, on a eu de plus en plus en fait de questions et on a été. Alors moi d'abord, je suis pas un expert, je suis pas avocat, j'ai jamais fait de droit et donc je m'appuyais finalement sur les informations que voulait bien nous donner notre avocat. Et en plus de ça, on interagissait souvent avec des gens qu'on savait encore moins que nous. Et donc, ça donnait lieu à des débats qui étaient très compliqués. Et très clairement, pour nous, ça, c'était un enjeu. Le plus gros enjeu pour nous, c'était que l'application qu'on fournisse permette à nos clients d'être conformes avec le RGPD. Ça, c'était vraiment pour nous le point principal. Notre conformité à nous, très sincèrement, on a fait ce qu'il fallait faire, mais c'était absolument pas ce qui me concernait. En revanche, le point critique, c'était être capable de donner les armes à nos clients pour qu'ils puissent, eux, justifier leur conformité. Et donc, le moment où on a commencé à discuter avec vous et avec toi en particulier, Raphaël, ça a été quand
quand les questions étaient trop nombreuses et qu'on n'arrivait plus à les adresser. Et que ça donnait lieu à des échanges interminables et que finalement ça générait de la frustration chez nos clients ou nos prospects. Et c'est là où on vous a rencontré. Moi, j'ai bien aimé ton approche à toi, Raphaël, parce que effectivement, tu es un homme de droit, mais tu es aussi quelqu'un qui comprend le business. Et je crois que pour moi, c'était important d'avoir un peu cette balance et de ne pas être focalisé que sur strictement des textes de loi, mais d'être capable de réfléchir à la manière dont on allait les mettre en application de manière intelligente, enfin, on reste on est une petite PME et nos clients sont des petites PME, et donc mettre en place des choses qui sont beaucoup trop restrictives ou compliquées à mettre en place, ça n'aurait pas marché chez nous, quoi. Et on a adoré justement les réponses que vous avez été capable de nous faire. Et le premier truc de mémoire sur lequel on a bossé justement, c'est la conformité de l'application Pledzi pour nos clients. Je résume à peu près ce que tu voulais que je dise. Enfin, en tout cas, je réponds à peu près correctement à ta question. Oui, très bien, je te remercie. Et d'ailleurs, tu me fais penser. Donc, merci beaucoup. Effectivement, tu réponds très bien à la question et je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, je m'excuse parce que j'ai évidemment oublié de nous présenter. Donc, heureusement que tu t'es présenté. Donc, je vais quand même le faire, évidemment. Et quand tu t'es présenté, je me dis, je suis complètement idiot, j'ai oublié de me présenter. Parce qu'on est tellement connus, évidemment, qu'on se présente plus. Donc, effectivement, Charles, donc, de Pledzi, merci beaucoup, qui est le CEO de Pledzi, qui est effectivement un outil de marketing automation vraiment bien que nous, on utilise d'ailleurs à titre personnel. Et nous, on est effectivement, donc moi, j'ai Raphaël, je suis CEO de DPO. Dans une ancienne vie, j'ai été avocat dans le domaine du RGPD. Et ce que tu as dit juste, il y avait aussi une approche entrepreneuriale que je trouve importante dans l'enjeu RGPD. Et tout ce que tu as dit, donc effectivement, tu as parlé de plusieurs problématiques qui existent beaucoup. Alors là, on parle essentiellement de sous-traitants, encore une fois. Parce que Plaisy est un sous-traitant, hein, pour que tout le monde comprenne bien, même si vous avez quand même bien répondu, pour être sûr que tout le monde comprenne bien ce que c'est qu'un sous-traitant, c'est un outil métier qui va traiter les données de son client. Concrètement, on va dire que c'est ça. Donc, marketing automation, SIRH, hébergement, etc., etc. Et en fait, quand vous êtes sous-traitant, la difficulté, c'est que vos clients ont l'obligation de vérifier que vous êtes conforme. Parce que si jamais vous l'êtes pas, qu'il y a un problème, c'est leur responsabilité. Et effectivement, en prospection commerciale, forcément, Charles était encore un peu plus embêté parce que c'est un des premiers canaux de risque pour le client. Donc c'est pour ça qu'il veut s'assurer d'avoir un outil conforme. C'est aussi pour ça que Charles voulait fournir absolument un outil conforme, parce que c'était déjà c'est obligatoire et c'est aussi un enjeu très important pour les clients. Et être conforme quand on est sous-traitant, ça veut souvent on peut être perdu. Parce que les clients peuvent avoir aussi des recommandations qui dépassent le RGPD, voire qui sont dangereuses. Je ne sais pas si Charles, tu as eu dans les derniers mois, je ne me souviens plus, nous on a des clients par exemple, enfin des clients donc sous-traitants, dont leurs clients leur disent par exemple, ah, ben, je veux que vous me fassiez une fonctionnalité spécifique, par exemple pour définir les durées automatiquement de suppression et compagnie, donc demande de faire des développements spécifiques. Je ne sais pas si tu as eu ce genre de demande, j'espère que non. Si c'est le cas, de toute façon, tu me diras non, parce que tu n'as pas l'obligation de faire ce genre de demande. Mais beaucoup de clients pensent, oh là là, ils me demandent ça dans le cadre business, sinon je ne suis pas conforme à RGPD, donc il faut que je me lance dans des développements qui vont durer des mois. Ça peut être un problème, notamment. Mais c'est clairement toute la difficulté, hein. C'est que effectivement, tu as en face de toi potentiellement des gens qui ont soit des exigences plus fortes que ce que l'impose le RGPD, soit qui connaissent mal finalement ce que leur impose le RGPD. Et en fait, ils te demandent des choses et toi, tu n'as aucune, enfin moi en tout cas, j'ai aucune légitimité à leur dire oui, non, à leur expliquer pourquoi je n'ai pas besoin de faire ça. Et c'est là où la relation Pledzi-DPO est canon, parce que il y a tout un ensemble de questions récurrentes sur lesquelles je te sollicite pas parce que ça ferait perdre du temps à tout le monde et ça n'a aucun intérêt. En revanche, dès qu'il y a des questionnaires un peu compliqués, dès qu'il y a des questions pointues, moi, ça me permet de leur répondre en te mettant en copie. Et moi, je suis tranquille. Je sais que le truc va être bien pris en charge. J'ai rien à faire. Je sais que je ne dirai pas de conneries. Et donc, ça me va très bien, quoi. Oui, en fait, c'est très juste. Et pour que tout le monde comprenne bien, comme je disais,
Charles, il doit montrer patte blanche, et vous, sous-traitant, alors on parlera après des responsables de traitement, mais vous, sous-traitant, vous avez l'obligation de montrer patte blanche auprès de vos clients, sinon, en fait, vous ne vendez pas. Donc, en fait, l'un des premiers risques business, et en fait, c'est ça qu'on comprend de ton discours. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, d'experts qui vont dire, attention, risque CNIL, attention, la CNIL, elle va venir chez vous et compagnie. La CNIL, évidemment qu'elle peut venir, mais le risque premier pour un sous-traitant PME, c'est d'abord le risque de ne pas vendre. Et le risque de ne pas vendre, c'est effectivement, ou de vendre avec des délais très longs à cause du RGPD. Et effectivement, le problème, c'est que maintenant, on arrive avec une spécialisation du droit qui est très forte, ce qui fait que, par exemple, effectivement, dès que tu as des questions un peu fines, tu vas te retrouver face à des interlocuteurs qui ne parlent pas le même langage que toi. Et en fait, tu peux répondre à côté. Et le problème, c'est que si vous répondez à côté, vous pouvez ne pas gagner le client ou retarder très fortement les délais de réponse. Nous-mêmes, donc là, ça va parler plutôt responsables de traitement, on a des clients qui sont responsables de traitement, qui doivent, eux, donc, contrôler leurs sous-traitants, par exemple les I, on va poser un certain nombre de questions, et en fait, on voit tout de suite si la personne ne maîtrise pas son sujet. En réalité, moi, je le vois en 10 secondes. Et si on voit ça, on va forcément demander plus de questions, parce qu'on a plus de doutes, et qu'en creusant, on s'aperçoit toujours quelque chose qui ne va pas, et ça nous est arrivé plusieurs fois. Notre client voulait absolument utiliser tel service, mais en fait, tel service n'est pas du tout conforme, représentait un danger pour la structure, donc on ne le prend pas. D'accord? Donc, vous, responsable de traitement, vous avez l'obligation de les vérifier, parce que si vous utilisez un outil qui n'est pas conforme, vous pouvez avoir un problème. Mais en même temps, vous, sous-traitant, si vous fournissez un outil qui n'est pas conforme et que vous n'êtes pas capable de démontrer cette conformité, vous pouvez soit perdre un prospect, soit perdre un client dans la relation client. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a un vrai enjeu business. Et juste pour dire en 2 secondes quels sont les points clés que doit avoir notamment un sous-traitant, parce que là on parle plus de sous-traitant, dans la conformité, vous avez, et en fait Charles, tu l'as bien dit, dans la conformité, il y a deux types de conformité. Il y a la structure, c'est-à-dire le RH, le machin et compagnie, et il y a l'outil. Les risques qui viennent d'abord de l'outil, évidemment de votre service par rapport à vos clients, là, tout cet aspect business. C'est ça qu'il faut faire, évidemment, en priorité. Et donc dedans, vous avez tout ce qui va être durée de conservation. Globalement, ça va être avoir des boutons de purge, des boutons de suppression. Souvent, les personnes oublient de mettre un bouton de suppression. Et donc, par exemple, les admins ne peuvent pas supprimer les comptes. Par exemple, donc problème, vous ne permettez pas à votre client d'être conforme. Tout ce qui va être information des utilisateurs, par exemple, juste permettre déjà à son client de mettre une politique de confidentialité ou fournir une politique de confidentialité qui informe les personnes. Donc, il y a tout ce qui va être audit, il y a tout ce qui va être contrat. Et je veux juste parler d'un point là-dessus. Charles, je ne sais pas si tu as remarqué ces derniers temps, Charles m'envoie, quand il reçoit ce qu'on appelle un DPA, un DPA, c'est un accord de protection des données, c'est un document obligatoire quand vous êtes sous-traitant, d'accord, qui vous engage au niveau RGPD. Et donc, quand vous êtes sous-traitant, c'est votre activité même. On reçoit de plus en plus de contrats dans lesquels il va y avoir une clause cachée, vraiment cachée, qui n'a rien à faire là, qui va dire tout ce qui relève du RGPD, toutes les clauses de limitation de responsabilité qu'il y a dans le contrat ne s'appliquent pas au RGPD. Sauf que si vous acceptez cette clause-là, cachée dans un contrat, ça veut dire que vous, sous-traitant, votre activité, c'est le RGPD, en fait. Donc, ça veut dire que vous supprimez toute limitation de responsabilité. Donc, pour vous dire qu'il y a des moments, des points clés comme ça, dangereux, qui peuvent avoir un vrai problème. Si demain, vous avez une violation de données, par exemple, même si vous faites tout bien, que ça engage des dommages et intérêts, si il y avait cette clause-là dans le contrat, vous n'avez plus de limitation de responsabilité. Et les dommages peuvent être élevés. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir le réflexe, effectivement. Et là où je veux venir, c'est qu'il y a des dangers dans le RGPD en amont, donc lors de l'acquisition, mais il y a aussi des dangers dans la rétention, on l'a compris, et il y a des dangers dans l'opérationnel, en fait. Et effectivement, je comprends Charles, il a raison. Je prends quelqu'un, c'est comme moi avec la compta, ceci dit, avec la finance. Je prends quelqu'un qui sait, qui maîtrise, et comme ça, moi, je suis tranquille. Très clairement, non, c'est très pratique parce que l'option d'avoir quelqu'un en interne n'était pas une option qu'on a envisagée parce que ça fait absolument pas sens compte tenu du volume de travail que ça génère chez nous. En plus, j'aime bien l'idée d'avoir quelqu'un en externe sur ce genre de truc parce que je trouve que ça permet en fait, mais de manière générale, j'aime bien l'idée d'avoir des gens qui bossent sur avec plusieurs clients parce que ça permet d'avoir en face de nous des gens qui ont vu d'autres choses, qui ont rencontré plein de cas et je trouve que ça apporte de la valeur à l'interprétation et au jugement et c'est très pratique effectivement tout le travail qu'on a fait en amont.
Ça permet à nos commerciaux de fournir tout un ensemble de documents de base qui permettent d'éviter beaucoup de questions. Et sur les choses très spécifiques, c'est très pratique de pouvoir vous les envoyer pour que vous les traitiez. Et donc, en tout cas, moi, je considère que c'est un partenariat qui marche bien, quoi. Non, mais je te remercie pour ça, je suis d'accord. Moi, j'apprécie travailler avec toi, hein, mais est-ce que tu as vu justement t'as ressenti, toi, euh, comment dire, dans les délais de business, justement, de vente, justement une réduction des délais? Est-ce que le RGPD, donc tu m'as dit que ça l'augmentait, est-ce que ça t'a quand même, ça, ça permet de conclure, mais est-ce que ça permet de conclure plus vite? Ou pas du tout? Alors, on a des cycles de vente qui sont pas très longs, donc je sais pas. En tout cas, ça permet. Je sais pas si ça a un impact Je peux très dire non, important. hein, je te rassure. Ouais, ouais, non, mais c'est ce que j'allais dire, t'inquiète. Non, je crois pas que ça a un impact énorme sur la célérité. Par contre, c'est vachement rassurant. Et nos prospects à qui on partage l'ensemble de nos documents, ils ont de manière factuelle la preuve que c'est un sujet qui nous préoccupe, qu'il est bien pris en charge. Et donc, c'est surtout, effectivement, on aurait sûrement plein de questions qu'on n'a pas aujourd'hui si on n'avait pas tout ça, et ça aurait potentiellement comme impact de rallonger les délais. Mais là où je vois par contre que ça raccourcit les délais, c'est, je sais pas si tu te rappelles, c'était une société cotée qui était en train de devenir client chez nous. Ils avaient un questionnaire en plus en anglais qui était absolument interminable. Moi, en plus de ça, j'ai une espèce d'allergie. Je suis une espèce d'allergie à ces trucs-là. Et très clairement, il n'y aurait pas eu votre expertise sur le truc. D'abord, nous, on aurait été incapable de remplir le questionnaire et ça aurait pris un temps fou. Et donc là, typiquement, ça a eu un impact sur la rapidité avec laquelle on a été capable de passer au travers de leur processus achat parce qu'on avait votre aide, ouais. Clairement. Ouais. Je comprends bien. Non, je comprends bien. On a beaucoup de. Après, on a des niveaux on a des niveaux de questions et des niveaux d'exigence assez différents parce que globalement, on travaille avec des PME. On a des PME plus petites que d'autres et d'autres plus grosses que d'autres. Et effectivement, c'est souvent soit chez les entreprises de taille un peu plus intermédiaire, un peu plus importante, soit sur les entreprises qui elles-mêmes sont confrontées vis-à-vis de leurs clients à des clients plus importants, qu'on est beaucoup plus challengé. Parce qu'en fait, c'est très souvent finalement la pression ressentie de l'extérieur qui va t'imposer finalement de mettre une pression plus importante sur tes sous-traitants, quoi. C'est très juste ce que tu dis, hein. Effectivement, tu fais bien de le rappeler. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un enjeu business pour les petits métiers, les sous-traitants, mais c'est vrai que c'est essentiellement dès lors que vous voulez vendre à des moyens en grand compte, le RGPD sera un préalable. Toujours. C'est vrai que pour les plus petites structures, elles sont pas forcément accompagnées, donc c'est moins vrai. Tu as tout à fait raison. Et en plus, il y a effectivement, tu as raison, le risque vient d'abord de la base. On parlait de la CNIL. La CNIL n'est pas la base. Le risque CNIL vient quand la base se plaint, et on parlait tout à l'heure du canal marketing, qui peut être un canal dangereux. Si je reçois un mail, par exemple, qui ne respecte pas le RGPD, je peux me plaindre à la CNIL et ça va enclencher une plainte automatique. D'accord? Par exemple. Et donc, forcément, c'est donc la base citoyenne qui maintenant comprend ses droits, qui va imposer, en fait, ou mettre la pression, effectivement, sur ces acteurs. Et d'ailleurs, donc là, aujourd'hui, on a aussi des responsables de traitement. Tout ce qui va être responsable de traitement, les risques sont différents d'un sous-traitant. C'est-à-dire que le sous-traitant, son risque, on l'a dit, il est business d'abord, parce que s'il ne respecte pas, il ne vend pas. Et pourquoi? Parce que le responsable du traitement, surtout B2C, plus que B2B quand même si B2B c'est quand même important, surtout B2C, évidemment, si vous êtes une plateforme B2C connue, ou alors si vous êtes dans la santé, hein, vous avez des risques qui sont totalement démultipliés. Okay, et donc c'est vrai que nous, par exemple, on a beaucoup de structures B2C un peu connues, du e-commerce et compagnie. Évidemment, ils sont en première ligne, ils sont clairement dans l'œil du cyclone de la CNIL, et donc eux, ils sont obligés de faire très attention à ce point, notamment à leurs sous-traitants. Juste pour votre information, par exemple, Darty avait été condamné, il me semble me souvenir, 400 000 euros parce que un de ses sous-traitants n'était pas conforme et avait pas sécurisé des liens et compagnie, hop, 400 000 euros d'amende. Donc il y a quand même ces risques-là.
Juste un point, est-ce qu'il y a des questions? Parce que ne soyez pas timide. Ah, bah, je vois qu'il y a une question, donc, mais posez des questions, n'hésitez pas, pour qu'on puisse répondre aussi à des questions pratiques que vous avez, vous, sur nos ressentis, sur les besoins. Donc, il y a une question, une certification ISO 27001, tout à fait aussi peuvent répondre pour répondre à ces questions. Alors, l'ISO 27001, donc c'est effectivement important de le préciser. Euh, L'ISO 27001 n'est pas une obligation RGPD. D'abord, une obligation tout court, légale, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que c'est une norme de sécurité qui est très bien, mais qui n'est pas toujours adaptée à toutes les structures. Enfin, toutes les structures, même les outils métiers, n'ont pas forcément besoin d'être ISO 27001. D'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que, par exemple, je ne sais pas, toi, Charles, si c'était déjà arrivé, nous, les clients, on leur impose, on leur dit, ah, il faut que vous soyez ISO 27001, notamment des Américains, ils disent, vous pouvez SOC 2 et compagnie. Finalement, on va leur expliquer que, par exemple, dans certains cas, c'est pas du tout adapté, même disproportionné. Je sais Ouais. pas si tu as eu ces cas-là, par exemple. Si, mais je leur réponds qu'on n'est pas ISO 27001 et que Évidemment, tant que tu as raison, l'entreprise n'aura pas une autre échelle, on ne le saura pas parce que c'est bien sûr. des contraintes et des coûts qu'on n'est pas capable d'absorber compte tenu de notre taille. Exactement, mais c'est ça. Et par rapport en plus à ton activité, ce serait totalement disproportionné. Et c'est tout à fait logique. Juste pour savoir, le RGPD sur la sécurité dit l'obligation, c'est de prendre quelque chose d'adapté à ses traitements. Toi, les traitements que tu mets, effectivement, tu n'as pas besoin à ce stade d'être ISO 27001. Ça serait totalement disproportionné en termes de coûts, de structure, de ressources et compagnie. Donc ça, c'est le premier point. Après, donc ce que je veux dire, c'est qu'attention, si on veut vous imposer d'être ISO 27001, justement, peut-être que vous trouvez des arguments pour ne pas l'être, parce que dans les trois quarts des cas, c'est pas nécessaire. Ensuite, par contre, si vous l'êtes, oui, bien sûr, c'est des éléments complémentaires de sécurité à ajouter dans les questionnaires qui permettent de renforcer les aspects de sécurité. C'est indéniable, évidemment, si vous êtes ISO, vous êtes ISO, respectez un certain nombre de critères encore plus forts. Mais il faut savoir que le RGPD étant tellement fort par rapport au reste du monde, que déjà, si vous êtes RGPD compliant pardon, RGPD compliant, et que vous pouvez le démontrer, déjà dans le monde, dans à peu près la moitié, quasiment dans le monde entier, vous êtes les plus forts. D'accord. Je ne sais pas si c'était vraiment ça votre question, mais en tout cas, l'ISO 27001, oui, c'est utile pour les questionnaires, oui, c'est utile pour le business, mais néanmoins, ça reste quand même, c'est pas non plus fondamental et c'est pas obligatoire. Il y a une autre question. Donc, quelles sont les grandes étapes pour être en conformité RGPD? Alors, bah, tiens, là, pour le coup, je voudrais voir qu'a été le ressenti de Charles sur comment tu as ressenti la conformité RGPD, toi, de ton outil. Alors, il y a eu différentes choses. Moi, ce que j'ai surtout en tête, c'est la partie, ouais, c'est la partie outils. Donc, il y a eu tout un travail. D'abord, vous nous avez fourni tout un ensemble de questionnaires. Un des principaux boulots, ça a été effectivement de recenser l'ensemble des prestataires avec lesquels on travaille. Ce qui n'est pas forcément simple d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a quand même plein de gens dans l'entreprise qui sont susceptibles de rajouter leur petite brique. Typiquement, la partie service client, elle utilise Intercom. Sur la partie tech, on passe par un prestataire qui s'appelle SendGrid pour envoyer les emails. Mais à côté de ça, les équipes de développement utilisent des outils pour faire du monitoring, des outils qui ont potentiellement accès aux logs, lesquels logs contiennent potentiellement des données personnelles. Donc, il y a eu tout un travail comme ça de mapping et d'audit de l'existant. Ensuite, c'est vous qui nous avez accompagnés là-dedans. Soit les prestataires avaient, alors je ne me rappelle plus du terme d'ailleurs, mais c'est quoi qu'on signait avec les prestataires? DPA? Ouais, mais alors il y avait un autre doc parfois qu'on signait. Tu parles pour les transferts en dehors de l'Union européenne. Ouais, C'est ça. Clause contractuelle standard SCC. Standard voilà, Contractual Clauses. Ouais, ouais. exactement. Donc l'idée, ça a été de recenser l'ensemble de ces documents pour l'ensemble des prestataires. Ensuite, il y a eu une partie importante du travail qui a concerné le tracking. Parce qu'en fait,
une des valeurs ajoutées les plus importantes d'un outil comme le nôtre, c'est d'être capable de traquer les gens qui arrivent sur le site web, de savoir d'où ils viennent et ensuite d'être capable de connaître finalement leur parcours sur votre site web. Alors, on a toujours eu des cookies first party et donc qui ne sont pas partagés avec des tiers. Les informations sont pas sont pas partagées entre nos clients. Chaque client a ses propres cookies et ça reste dans ce périmètre-là. En revanche, il y avait quand même tout un ensemble de sujets par rapport à ça où on s'est posé pas mal de questions sur est-ce que il faut que les cookies soient protégés par le cookie wall ou pas, etc., etc. Donc tout ça, ça a été pas mal de discussions qu'on a eues ensemble. Pour que toi, d'abord, tu comprennes bien ce qui se passait, quelles étaient les données qui étaient collectées quand quelqu'un arrive sur notre site web, quels sont les traitements qui sont faits sur ces données. Et ensuite, on a bossé ensemble pour essayer de trouver la solution la plus adaptée. Donc, ça a été très clairement les étapes de mise en conformité. Ça a été ça les deux plus gros. Alors, il y a eu d'autres sujets que j'ai moins en mémoire, mais les deux grosses étapes, ça a été ça. Ça a été le tracking et l'évaluation de l'ensemble de nos prestataires, quoi. Oui, tu as bien résumé le point. Effectivement, c'est d'abord, il faut vous connaître. Donc, une conformité, comment ça se passe? Ce qu'a dit Charles. D'abord, il faut vous connaître. Donc, d'abord, il faut faire ce qu'on appelle une cartographie des traitements, tu as très bien dit. Et donc, nous, c'est pas l'objet de questionnaire, enfin, peu importe. Et effectivement, pour pouvoir comprendre ce que vous faites et avoir le détail. Donc, tu l'as dit, dans ce détail, il y a qu'est-ce que je fais, quel type de données j'utilise, les prestataires et compagnie. Et en fait, la conformité RGPD, concrètement, c'est quoi? C'est identifier les prestataires. C'est d'abord, effectivement, identifier les points. Et après, on peut établir un plan d'action de conformité de l'outil dans lequel vous avez le contrôle des prestataires, qui l'a bien dit. Le contrôle des prestataires, ça veut dire quoi? Bah, comme l'a dit Charles, il y en a qui sont américains, par exemple, ou d'autres pays qui ne sont pas européens. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de les utiliser. Par contre, pour les utiliser, il faut respecter des règles. Donc, c'est notamment les standards contractuels exclusifs dont tu parlais, c'est les contrats particuliers, il faut faire signer et compagnie, il faut s'assurer qu'ils soient conformes. Donc, il y a les prestataires techniques, donc on l'a dit, hein. C'est-à-dire que Pledzi, vous, responsable du traitement, vous devez vérifier que Pledzi est conforme. Pledzi est conforme, notamment parce que eux-mêmes ont aussi contrôlé leurs propres sous-traitants. Donc, en fait, comme ça, vous avez une chaîne de sous-traitants qui est conforme, et comme ça, vous êtes sûr, vous, responsable du traitement, vous ne connaissez pas très bien, notamment les sous-traitants de Pledzi, et même Pledzi ne connaît pas les sous-traitants de ses sous-traitants. En fait, c'est pas normal. Eh bien, malgré tout, vous assurez d'une chaîne de sécurité sécurisée pour vous. Donc ça, c'est effectivement ça. Et tu l'as dit, il y a des points après qui peuvent amener à des développements en fonction des clients, des développements ou des ajouts et compagnie. Donc ça, pour que l'outil soit conforme. J'en ai un exemple typique qui n'était pas le cas de Plaisir, mais qu'on voit très souvent dans les sous-traitants. Je le dis, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est l'aspect suppression de données. En fait, il arrive très souvent que, par exemple, je crée un compte, je crée une plateforme en ligne où on peut, par exemple, se créer un compte, mais en fait, on oublie de créer un compte, de créer un bouton de suppression de compte. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, votre client qui va utiliser votre plateforme en marque blanche, il peut pas supprimer son compte ou il peut pas faire permettre à ses clients de supprimer. Vous ne le mettez pas en situation inconforme. C'est un truc tout bête et qu'on voit fréquemment. Donc, en fait, c'est ce genre de choses qu'il faut traiter. Donc, sous-traitant, la durée de conservation, l'information des personnes, les transferts de l'Union européenne et compagnie. Et tous ces éléments-là dont on parle, en fait, ça peut amener à des développements auprès de certains prestataires, sur certains clients. Pour d'autres, pas de développement, mais des ajustements. Et ça permet donc de répondre au questionnaire d'audit dont on parlait tout à l'heure, puisqu'en fait, dans ces questionnaires d'audit des responsables de traitement, ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on se dit là. C'est qui est prestataire. Pourquoi je fais ça? Quel traitement je fais? Combien de temps je garde les données? C'est ça que c'est ça. Je crois qu'il y a une autre question. Ouais, allez, pour moi, celle-ci. Ah, vas-y, je t'en prie. Alors déjà, développeur slash RGPD, je trouve que c'est un couple qui va pas bien ensemble. Mais bon, c'est un avis personnel. Je pense que ça dépend de votre activité en fait et du niveau de criticité du sujet pour vous. Mais enfin, les sujets RGPD sont des sujets d'ordre légaux. À part si c'est un développeur en reconversion qui était avocat avant, j'ai du mal à avoir une légitimité pour cette personne-là de jouer le rôle de DPO. Et si c'est un sujet qui est potentiellement sensible pour vos clients ou prospects, effectivement, je vous dirais de prendre un DPO externalisé parce que d'abord, le premier truc, c'est que ce développeur, j'imagine que la valeur ajoutée qu'il produit pour votre boîte, bah, c'est en développant, pas en répondant à des sujets RGPD. Et en plus de ça, s'il risque de le faire mal, c'est encore pire.
Et aujourd'hui, les d'Evoca. J'aime beaucoup, c'est bon. Ah, mais je reconnais Renaud. Il a un humour bizarre. Euh, mais non, compte tenu du coup, je pense que faire en sorte que ce soit le développeur qui traite les sujets RGPD coûte plus cher à l'entreprise que de prendre un DPO externalisé, et c'est moins bien fait, et vous dormez moins tranquillement. Donc, pour toutes ces raisons, j'aurais plutôt tendance à faire appel à un DPO externalisé, quoi. Je te remercie. Tu as dit un truc très intéressant, Charles, que je trouve vraiment, moi, qui me parle beaucoup. Et dans ton senti, en fait, on n'avait pas parlé, notamment même en préparant le webinaire. C'est, tu as dit pour toi, enfin, le RGPD, c'est forcément du légal. Et tu as entièrement raison. Mais c'est très intéressant de voir cette bascule, parce que on répondra après, Jennifer, à votre question. Mais parce qu'en fait, il y a dans les anciennes structures, on va dire les structures un peu à l'ancienne, notamment dès que tu es dans des hôpitaux, des vieilles entreprises françaises et compagnie, il va plutôt avoir des mis ah, bah, tu es responsable informatique, je te mets la casquette RGPD. Sauf qu'en fait, effectivement, ils savent pas faire. Alors, je vais peut-être me faire des amis aujourd'hui, je suis désolé pour eux, mais effectivement, c'est chacun son métier. Moi, je suis pas expert cybersécurité, je suis pas développeur, effectivement. Ça m'empêche pas de comprendre les principes tech pour pouvoir y appliquer le droit, mais le RGPD, c'est un texte de droit. Et effectivement, quand vous allez devant la CNIL, si vous êtes, imaginons demain, je ne vous le souhaite pas, vous avez un problème avec la CNIL, bah, c'est comme devant un tribunal, c'est une première instance. Si vous faites appel, c'est devant c'est devant le Conseil d'État. Donc c'est du droit, d'accord. Et effectivement, tu l'as dit, en fait, c'est plutôt le juriste qui va le faire. Et maintenant, d'ailleurs, il y a une bascule, c'est-à-dire que c'est plutôt les avocats juristes qui deviennent des PO, mais c'était pas le cas avant. Et il y a cette bascule qui se fait de plus en plus, qui est ce que je trouve intéressante. Et je te rejoins sur un point sur le dépôt externe. Évidemment, je fais ma pub, mais réellement, le dépôt externe, moi, je trouve que c'est un peu mieux. Tu as dit une chose déjà tout à l'heure qui est vraie, je trouve, c'est que le fait d'avoir le dépôt externe, il va avoir plein d'acteurs différents. Donc, il a une capacité de voir quelles peuvent être. Il a d'autres expériences, donc il peut voir effectivement d'autres typologies de risques. Il peut voir peut-être d'autres aussi manières d'être plus pragmatique pour certains clients et compagnie. Voilà, il a une expérience qui permet de mieux répondre aux questions des clients. Et même la CNIL a dit que c'était un peu mieux d'être un dépôt externe parce qu'il est indépendant. Tu l'as dit toi-même, effectivement. Je pense, moi, souvent, j'ai une pensée pour le DPO de Meta. Tu vois. Voilà. Je pense que Oh, le il doit DPO de changer tous les Meta, 2 mois, non? je pense que c'est compliqué pour le DPO de Meta. Après, je le connais pas, je dis ça de manière totalement gratuite, je suis désolé pour lui ou elle, mais le DPO de Meta, j'imagine que ça va être compliqué, les discussions au quotidien pour leur dire que le RGPD, c'est faut l'appliquer. Les questionnaires de conformité sont-ils disponibles sur le site de la CNIL? Alors, pas du tout. Donc là, je suis désolé, mauvaise nouvelle. En fait, ça, c'est il y a des choses sur la CNIL, mais c'est plutôt dans l'exécution. On va avoir des modèles de registre, des modèles de politique de confidentialité, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, je vais être très clair, ce que fait la CNIL, c'est très bien avec ses moyens, c'est bien qu'elle le fasse, pardon, mais ça marche si vous n'êtes pas challengé par un autre DPO. C'est-à-dire que ça marche peut-être en début pour avoir au moins un minimum de corpus. Et ce dont on parle depuis tout à l'heure avec Charles, bah, on arrive dans un niveau de technicité importante où vous avez un enjeu business et si vous basez sur des modèles CNIL, vous allez passer à côté du compte, c'est sûr. Donc je recommanderais, ça dépend de votre activité, mais si vous avez une activité donc à risque, ça veut dire soit sous-traitant, soit responsable de traitement dans des domaines très spécifiques comme la santé ou B2C, dans ce cas-là, je vous recommande plutôt de vous faire accompagner. Est-ce Ouais, en tout que cas, compte tenu des questionnaires que je reçois, ça me laisse pas penser qu'il y a des modèles quelque part, parce qu'ils sont vraiment tous différents. c'est vrai, tu as raison, non mais tu as raison. Et d'ailleurs, nous, c'est les nôtres. Non mais c'est vrai. Alors, on voit des modèles notamment plutôt pour le B2C, c'est-à-dire pour le droit des personnes. La CNIL va faire des modèles, par exemple. Il y a ce genre de choses. Mais effectivement, je te rejoins, je ne crois pas qu'il y en ait, pas à ma connaissance. Et de toute façon, ça sera limité, encore une fois. Ça sera limité. Je sais plus jusqu'à quelle heure. Je suis en train de regarder juste pour voir. Une question pendant que tu regardes, c'est quels sont les risques en cas de contrôle si tu n'es pas en conformité, et est-ce que c'est obligatoire d'avoir un DPO? Je te remercie. Ah oui, je voulais juste voir effectivement, donc effectivement le webinaire, il nous reste 6 minutes, donc ça passe vite. Donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Alors oui, donc Benjamin, quels sont les risques en cas de contrôle et si vous n'êtes pas encore en c'est obligatoire d'avoir un DPO? Alors bonne question. En fait, ça dépend. Par exemple, Charles, est-ce qu'il était obligé juridiquement? Pas forcément.
Par contre, est-ce qu'il est obligé en termes de business? Il le sait, hein, que malheureusement, il était obligé, il était obligé de nous prendre. Donc, mais c'est pas une obligation légale, c'est une obligation factuelle. Voilà. Après, il y a des activités où je suis obligé d'avoir un DPO. Je prends la santé, vous êtes obligé d'avoir un DPO, vous êtes obligé, interne ou externe, vous êtes obligé. Si vous êtes un site de e-commerce avec du trafic, vous êtes obligé. Si vous traitez d'autres types de données un peu sensibles, je parle, c'est un SIRH, vous avez donc des données liées peut-être au syndicat, à des éléments très sensibles des personnes. Et voilà, il faut. En gros, sachez que dès que vous avez des données sensibles, on va dire bancaires, alors bancaire, c'est pas être sensible, mais on va dire je vais faire une grande famille sensible. Alors, s'il y a des juristes, ne m'en voulez pas. Je fais une grande famille qui comprend des choses qui ne sont pas des données sensibles. Vous avez santé, vous avez orientation religieuse, sexuelle, opinion politique, bancaire. Si vous faites ce genre de choses, en gros, partez du principe que vous ferez un DPE. Et si vous êtes un outil métier, vous allez être obligé parce que ça vous est demandé. Et après, les risques, encore une fois, ça dépend. Vous êtes un outil métier, votre premier risque, c'est de pas vendre, comme Pledzi. C'est son premier risque. Après, le risque, il peut exister si, par exemple, je suis Pledzi, imaginons, je suis Pledzi, je suis pas conforme, je fais une bêtise. Dans ce cas-là, la responsabilité peut être engagée. Je suis Pledzi, j'ai tout fait bien. Prenons par exemple les violations de données. La réalité, c'est que Pledzi, Charles, il peut pas, il a beau mettre tout l'argent qu'il voudra dans la sécurité, et ce sera pareil pour Google ou Microsoft. C'est impossible de dire qu'il n'y aura jamais de violation de données, par exemple. C'est impossible. Même Google, ils peuvent se faire hacker, malgré tout l'argent qu'on va mettre, toutes les ressources. Donc, c'est pour ça que le principe, c'est que vous mettez tous vos moyens. Si jamais il y a un problème, vous avez mis tous vos moyens, votre responsabilité est engagée. D'accord. Donc, ça, donc il y a les deux risques, risque business, risque CNIL, et qui est maîtrisé dans les deux cas quand vous êtes conforme. Pour les responsables du traitement, c'est pour le coup plutôt le risque, effectivement, de bien répondre c'est plutôt un risque, donc, ce qu'on disait de la base. Et je vous donne un exemple. Ah, Richard, je trouve que je te raconte cet exemple que j'ai vu l'autre jour d'un client qui a reçu une plainte CNIL. Donc, pour vous dire quand même que ça va par moment peut-être un peu loin. Une personne postule, donc, par exemple postule chez des PO. On ne prend pas ces personnes, elle demande pourquoi. La personne, le client ne répond pas le pourquoi. Donc, ces personnes disent bon, bah, comme vous ne répondez pas, je veux que, enfin, c'est pas sympa, machin. Et dans son mail, elle met une petite mention disant et donc supprimer les données. Ils l'ont pas vu, ils l'ont pas supprimé ses données, son CV. Bim, il a porté plainte à la CNIL, on a reçu une plainte. Donc voilà. Donc pour vous dire que le risque responsable du traitement, il est plutôt pour le coup côté de la base. Donc notamment, on parlait tout à l'heure marketing, il est côté prospect. Ouais, mais alors d'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de tout ça, mais on a fait beaucoup de choses aussi d'un point de vue. Enfin, l'équipe marketing a été très impliquée dans ces sujets-là. Alors, tu as bossé plus directement avec eux, mais effectivement, sur tout ce qui est sur notre site web, sur tout ce qui est les cookie walls, etc., il y a eu pas mal d'actions qui ont été faites. Hein, mais moi, mon focus plus particulièrement, c'était l'application. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est ton enjeu principal à toi. Dans tous les cas, ton vrai risque, il est là. Alors, il y a une dernière question, et après, je vous proposerai d'arrêter le webinaire. Donc, une question de Alizé qui me demande si ce ne sont que les grandes entreprises qui sont contrôlées. Est-ce que la CNIL, parce qu'effectivement, on parle souvent, la CNIL, effectivement, parle souvent et plutôt va taper les gros, les Google et compagnie. Alors, en fait, il y a deux points. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut distinguer le risque CNIL du risque business réel. Encore une fois, un sous-traitant, son risque, c'est d'abord pas la CNIL, c'est d'abord un risque business. Pour les autres entreprises, effectivement, il y a un risque CNIL. En fait, la CNIL aime bien faire des exemples. Donc souvent, elle va prendre effectivement, prenons Google Analytics. Je pense que il y en a beaucoup ici qui ont entendu parler l'année dernière de l'interdiction de Google Analytics pendant quelques mois. Ça a fait branle-bas de combat. En fait, en interdisant Google Analytics, elle interdisait pas les amplitudes ou d'autres outils cookie stats. Elle interdit que Google Analytics. Comme ça fait un véritable branle-bas de combat auprès des autres qui ont fait le travail de se mettre en conformité. Donc c'est pour ça qu'elle aime bien taper d'habitude sur les gros. Mais néanmoins, ça n'empêche pas de mettre des petites tapes sur l'épaule ou sur la tête à toutes les autres entreprises qui peuvent avoir des risques s'ils font pas bien les choses. Je parlais tout à l'heure des plaintes. Il faut savoir que la CNIL aujourd'hui, elle a externalisé le service des plaintes. Donc c'est pour ça que maintenant, je ne réponds pas à une demande de droit d'accès, vous avez une plainte automatique, d'accord? Et vous en avez 3 ou 4 qui arrivent, vous aurez une plainte où là, il faut de rendre des comptes.
Donc, il y a peut-être que quelques entreprises qui, à la fin, vont se faire condamner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des milliers de procédures qui sont en amont où vous devez montrer que vous faites bien les choses ou alors vous corrigez très vite. Sinon, votre responsabilité peut être engagée. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de structures qui, en fait, sont en bisbille avec des clients. Nous, on a gagné des clients parce qu'en fait, ils avaient été embêtés par la CNIL, notamment peut-être, on pense, par des concurrents qui avaient vu qu'il y avait un enjeu RGPD. Ils ont fait des demandes, alors c'est du B2C, une demande de droit d'accès. La personne ne répond pas dans la forme qu'il faut. Hop, elle se plaint à la CNIL, ça a duré 6 mois. Donc il y a quand même vraiment ce sujet-là à bien prendre en compte. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde pense CNIL, grosse boîte. En fait, c'est pas si vrai. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si Charles, tu voulais rajouter quelque chose sur ce Non, c'est point. bon pour moi. Eh ben, top. Écoutez, donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Merci encore, Charles, pour ta participation et pour ton témoignage. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi, Raphaël. C'était un plaisir partagé. Merci à tous et à toutes d'être restés tout le long, parce que tout le monde est resté jusqu'au bout. Et je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Voilà. Bon Au appétit revoir. tout le monde. Merci Ouais, beaucoup. bon appétit. Au revoir.